Qu'avez-vous à alléguer pour la peine de mort? Nous faisons cette question sérieusement. Nous la faisons pour qu'on y réponde. Nous la faisons aux criminalistes et non aux lettrés bavards. Nous savons qu'il y a des gens qui prennent l'excellence de la peine de mort pour texte à paradoxe comme tout autre thème. Il y en a d'autres qui n'aiment la peine de mort que parce qu'ils haïssent tel ou tel qui l'attaque. C'est pour eux une question quasi littéraire, une question de personne, une question de nom propre. Ceux-là sont les envieux qui ne font pas plus faute aux bons jurisconsultes qu'aux grands artistes. Les Joseph Crippa ne manquent pas plus aux Filangieri que les Torrigiani au Michel-Ange, et les Scuderi au Corneille. Ce n'est pas à eux que nous nous adressons, mais aux hommes de loi proprement dits, aux dialecticiens, aux raisonneurs, à ceux qui aiment la peine de mort pour la peine de mort, pour sa beauté, pour sa bonté, pour sa grâce. Voyons, qu'ils donnent leur raison. Ceux qui jugent et qui condamnent disent la peine de mort nécessaire, d'abord, parce qu'il importe de retrancher de la communauté sociale un membre qui lui a déjà nui et qui pourrait lui nuire encore. S'il ne s'agissait que de cela, la prison perpétuelle suffirait. À quoi bon la mort? Vous objectez qu'on peut s'échapper d'une prison? Faites mieux votre ronde. Si vous ne croyez pas à la solidité des barreaux de fer, comment osez-vous avoir des ménageries? Pas de bourreau où le geôlier suffit. Mais, reprend-on, il faut que la société se venge, que la société punisse. Ni l'un, ni l'autre. Se venger est de l'individu, punir est de Dieu. La société est entre deux. Le châtiment est au-dessus d'elle, la vengeance au-dessous. Rien de si grand et de si petit ne lui sied. Elle ne doit pas punir pour se venger, elle doit corriger pour améliorer. Transformer de cette façon la formule des criminalistes, nous la comprenons et nous y adhérons. Reste la troisième et dernière raison, la théorie de l'exemple. Il faut faire des exemples. Il faut épouvanter par le spectacle du sort réservé aux criminels ceux qui seraient tentés de les imiter. Voilà bien à peu près textuellement la phrase éternelle dont tous les réquisitoires des 500 parquets de France ne sont que des variations plus ou moins sonores. Eh bien, nous nions d'abord qu'il y ait exemple. Nous nions que le spectacle des supplices produise l'effet qu'on en attend. Loin d'édifier le peuple, il le démoralise et ruine en lui toute sensibilité, partant toute vertu. Les preuves abondent et encombreraient notre raisonnement si nous voulions en citer. Nous signalerons pourtant un fait entre mille, parce qu'il est le plus récent. Au moment où nous écrivons, il n'a que 10 jours de date. Il est du 5 mars, dernier jour du carnaval. À Saint-Paul, immédiatement après l'exécution d'un incendiaire nommé Louis Camus, une troupe de masques est venue danser autour de l'échafaud encore fumant. Faites donc des exemples. Le mardi gras vous rit au nez. Le dossier s'attarde sur les critiques exactement contemporaines des liaisons, soit celles de l'année 1782, et il est intéressant de constater que les premières réactions à l'égard du roman sont placées sous le signe de l'ambivalence. Même si une filiation est d'emblée établie avec la Clarissa Harlowe de Richardson et les égarements du cœur et de l'esprit de Crébillon, l'étrangeté des liaisons, leur caractère dérangeant, sont aussi soulignés. On admire l'ingéniosité du romancier et la force de ses caractères, mais on reste perplexe à l'égard du projet de Laclos. Les premières lignes du compte-rendu de H. Deschaillet dans le journal helvétique de décembre 1782 sont éloquentes à cet égard. Je ne sais trop comment je dois parler de ce roman et peut-être ferais-je mieux de ne point en parler du tout. Quoiqu'il m'ait donné beaucoup d'humeur, je n'ai pu m'empêcher de trouver souvent du plaisir à sa lecture. J'admirais avec humeur. Et il conclut, moralement parlant, il me paraît incontestable que c'est un mauvais livre, tout en ajoutant presque aussitôt, j'avoue néanmoins que la lecture de ce roman peut faire naître quelques réflexions utiles. Ce sentiment de malaise est bien résumé par Lesueur dans Histoire de la République des lettres et arts en France. Quoiqu'il y ait beaucoup d'esprit dans cet ouvrage, la lecture en est pénible, les méchants y sont trop supérieurs, les bons trop peu intéressants. Il y a donc du poison dans ce livre et pas assez de contrepoison, et comme l'écrit Jacques Brissot de Vanville en 1784 dans le journal du lycée de Londres à l'occasion de la parution de la traduction anglaise des Liaisons, un roman dont la morale est équivoque est un poison bien dangereux, il faut peindre le vice. Mais doit-on le peindre si séduisant? Ce qui gêne, c'est moins le caractère pornographique d'un roman qu'il est si peu, ni même la méchanceté du couple de Rouet, que, au bout du compte, l'ambiguïté fondamentale de la position de Laclos, que l'on sent infiniment plus proche, en termes d'intelligence, de lucidité et d'ironie, de ces méchants héros que de ces personnages vertueux. Comme le souligne encore H. Deschaillet dans son article déjà cité, on voit bien que le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil sont les deux caractères favoris de l'auteur, ce qu'il a travaillé avec le plus de complaisance et pour ainsi dire le plus caressé, ils éclipsent tous les autres.
Autre élément soulevé à plusieurs reprises dans les premières critiques des liaisons dangereuses, le caractère invraisemblable de certains éléments de l'intrigue, comme la disproportion entre les motivations assez futiles des Derouet et l'ampleur de la machination qu'ils mettent en œuvre, ou encore l'inconséquence grave de la marquise, pourtant si avisée, lorsqu'elle couche ses noirceurs sur le papier. Au total, ce qui frappe dans la plupart des jugements des contemporains de l'agglo, ce sont leur modernité. On trouve en germe quasiment tous les éléments qui seront développés par les exégètes de l'agglo au XXe siècle, et aussi une certaine liberté de ton qui contrastera avec bon nombre de critiques du XXe siècle. Peut-être cette vision ne dura-t-elle qu'un éclair, et il dut suffire d'un mouvement des longs cheveux, du profil d'un saint ou de la minceur moderne de la taille pour que la statue perdît sa divinité, mais le corps vivant en avait, au passage, recueilli la grâce et resté paré d'un autre prestige et d'autres pouvoirs que de ceux de la chair. Du coup, ce n'était plus vers la beauté humaine qu'Emmanuel, plus parfaite que les courbes divines, que se tendaient les mains des hommes, mais vers le leurre de pierre qui lui avait, le temps d'un mirage, prêté la magie de son irréalité immortelle. Les seins de rocher de l'Aphrodite de Cnide, s'il vivait de vie, qui leur accorderait un regard, auprès des seins d'Emmanuel, et pourtant, si inimitable, même par l'artisan des dieux, que fut la perfection de ces seins de femme, nul ne portera jamais à l'Emmanuel de chair autant d'amour que l'indicible amour, l'amour chimérique qui brûla ceux, dans les temples et dans les grottes où il la tenait prisonnière, qui violèrent la déesse de pierre dont les hommes interrogent encore, sans comprendre, le torse foudroyé. Le prince et Michael, ne disant mot, regardaient la fantasmagorie se fondre dans les eaux. Les rides du bassin la brisaient, elle se morcelait, ses fragments cessaient d'être. Elle finit par s'abolir sans retour et le nuage de sa chevelure surnagea sale, comme la tache noire qui rappelle longtemps à la surface de la mer la trière engloutie, avec ses amphores aux flancs ornés de jeunes filles, leurs danses pieuses et leurs rêves d'îles. Michael se dévêtit et rejoignit Emmanuel, au milieu des antigones et des jasmins tombés qui embaumaient la vasque. Ils se laissèrent flotter, pris parfois au ras de longues tiges aquatiques, ou jouant à plonger sous les feuilles nattantes, géantes et plates, de ces nénuphars que l'on dit capables de porter le poids d'un homme. Le prince était parti. Ils se serrèrent l'un contre l'autre. Les sens d'Emmanuel s'émurent à effleurer la verge longue et dure comme une flûte qui disait le désir de l'homme. Il tenta de lui faire l'amour dans l'eau, avec maladresse, parce que leur corps glissait et qu'il était trop impatient et trop fort. Il réussit cependant à s'enfoncer et à la faire crier, de plaisir et de douleur mêlée. Elle demanda grâce qui lui permit de regagner le bord. Là, elle le caressa de sa langue et de ses doigts, de son ventre et de ses cuisses, et entre ses seins, qu'elle pressa l'un contre l'autre afin que le pénis fût bien serré entre eux, comme dans un vagin de vierge. Elle tira, à la fin, de longs jaillissements de semences épaisses, si abondants qu'ils emplissaient presque la double coupe de ses mains. Elle la porta à ses lèvres, puis la tendit à son amant. Oui, prince, je languis, je brûle pour t'aiser. Je l'aime, non point tel que l'ont vu les enfers, volage adorateur de 1000 objets divers, qui va du dieu des morts déshonorer la couche, mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche, charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi, tel qu'on dépeint nos dieux, ou tel que je vous vois. Il avait votre port, vos yeux, votre langage, cette noble pudeur colorait son visage, lorsque de notre crête il traversa les flots, digne sujet des vœux des filles de Minos. Que faisiez-vous alors? Pourquoi, sans Hippolyte, des héros de la Grèce assembla-t-il l'élite? Pourquoi, trop jeune encore, ne pûtes-vous alors entrer dans le vaisseau qui le mit sur nos bords? Par vous aurait péri le monstre de la Crète, malgré tous les détours de sa vaste retraite. Pour en développer l'embarras incertain, ma sœur du fil fait à lui armer votre main. Mais non, dans ce dessein je l'aurais devancé. L'amour m'en eût d'abord inspiré la pensée. C'est moi, prince, c'est moi, dont l'utile secours. Vous eûtes du labyrinthe enseigné les détours. Que de soin m'écouter cette tête charmante. Un fil n'eût point assez rassuré votre amante, compagne du péril qu'il vous fallait chercher. Moi-même devant vous j'aurais voulu marcher, et faire au labyrinthe avec vous descendu. Ce serait avec vous retrouvé ou perdu.